Oui, à Moscou, c'est carrément la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe avec l'essence. Ensuite, le troisième défi concerne le développement inégal des régions de notre pays. C'est aussi un problème évident chez nous. Chaque Russe, bien qu'Irkoutsk soit loin des hautes sphères politiques. Et à Irkoutsk, il y a énormément de pétrole. Mais je me demande où est passée notre essence. Vous l'avez emmené dans la grande politique, les gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Vladimir Poutine a annoncé le retrait de l'armée, et la Douma d'État de la Fédération de Russie prépare une loi sur la saisie des dépôts des Russes et de leur retraite pour financer la guerre. Dans la nuit du 28 juin, les forces armées ukrainiennes ont attaqué simultanément 2 raffineries de pétrole russes. La première raffinerie brûle à Slaviansk-sur-Kuban, dans le kraï de Krasnodar. La seconde a pris feu dans la région de Yaroslavl, à 700 km de la frontière. À Kiev, on a confirmé que ces attaques font partie d'une campagne de 40 jours visant à contraindre Vladimir Poutine à la paix, et que des drones voleront vers la Russie chaque jour. Et voilà que, sur fond de crise du carburant et d'effondrement du marché boursier, la panique grandit parmi les élites russes, car même à Moscou, il faut déjà faire la queue pendant des heures pour faire le plein de sa voiture. La Crimée vit déjà depuis plusieurs jours en état d'urgence, et dans ce contexte, Vladimir Poutine a commencé à apparaître de plus en plus souvent en public pour tenter de rassurer les Russes. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a déclaré que les forces armées ukrainiennes reculeraient soi-disant sur toute la ligne de front, et que cela se produirait massivement. C'est pourquoi l'Ukraine aurait décidé d'attaquer des cibles à l'intérieur même de la Russie. Mais il est important de noter qu'aujourd'hui, Poutine s'est exprimé en soutien à son parti Russie Unie, et il y a raconté beaucoup de choses intéressantes et curieuses. Par exemple, il a dit que la nouvelle élite de la Russie, ce sont des occupants et des tueurs qui ont combattu contre l'Ukraine. Eh bien, telle élite, tel pays. Et il a ajouté que la Russie traverse actuellement une période décisive, et qu'il y aura soit une Russie forte, soit il n'y aura plus de monde du tout. Eh bien, il faisait allusion à sa massue nucléaire. Et pendant ce temps, on a appris le sort de cet occupant et participant à les opérations militaires spéciales, Alexandre Lounine, qui, il y a quelques jours, menaçait l'Ukraine, promettait de marcher sur Moscou en se révoltant et disait que l'armée se retournerait contre Poutine. Il s'est avéré que les forces de l'ordre sont simplement venues chez lui, ont effectué des perquisitions à son domicile, et il a été mis derrière les barreaux, excusez-moi. Eh bien, c'était donc ça, la terrible et impitoyable mutinerie de l'armée russe. Pendant ce temps, l'Europe s'est enfin réveillée. En Europe, on a qualifié les relations avec les États-Unis d'Amérique de famille dysfonctionnelle dont on ne peut pas sortir. Eh bien, et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé à l'autonomie stratégique de l'Europe dans tous les domaines. Avant le sommet de l'OTAN à Ankara, les pays d'Europe de l'Est s'inquiètent de la réaction américaine face à une éventuelle attaque russe. Et voilà que la Pologne et les pays baltes se préparent à un scénario où les troupes américaines pourraient ne pas participer à la défense. Et cela se produit sur fond d'avertissements des services de renseignement selon lesquels des soi-disant petits hommes verts russes pourraient apparaître dans les pays baltes. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de tous ces sujets de manière approfondie. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors commençons par les nouvelles concernant les attaques en Russie. Dans la nuit du 28 juin, les forces armées ukrainiennes ont attaqué 2 raffineries de pétrole russe en même temps. Dans le kraï de Krasnodar, la raffinerie de Slaviansk à Slaviansk-sur-Kuban a été touchée. Un incendie s'y est déclaré, c'est ce qu'a officiellement annoncé le gouverneur Veniamin Kondratiev. Je précise que c'est une déclaration officielle, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Selon lui, une ligne électrique et un gazoduc ont également été endommagés. De plus, des débris de drones sont tombés sur plusieurs maisons. Une personne a perdu la vie. Les canaux de veille ont diffusé des images d'une épaisse fumée au-dessus de la raffinerie. Un important incendie a aussi été capté par le service satellite de la NASA. L'entreprise appartient à la société Slaviansk Eco, a une capacité de plus de 5 millions de tonnes de pétrole par an et assure environ 10% du volume de raffinage dans le district fédéral du Sud de la Fédération de Russie. Entre autres, cette entreprise fournit du carburant à la Crimée annexée.
Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a confirmé la frappe sur la raffinerie de Slaviansk, située à 300 km de la ligne de front. Et en plus de cela, il a annoncé la frappe contre la raffinerie de pétrole dans la région de Yaroslavl. C'est à 700 km de la frontière. Et les Russes ont modestement passé sous silence cette attaque. Selon les chaînes de surveillance, il s'agit de la raffinerie de pétrole Slavneft Yanos, d'une capacité de 15 millions de tonnes par an. Avant cela, cette même usine, qui fait partie des 5 plus grandes de Russie, avait déjà été attaquée le 22. Et voilà que le gouverneur de la région de Yaroslavl, Mikhail Evraev, a averti dans la nuit du 28 juin d'un danger lié aux drones dans la région. Ensuite, il a averti de la fermeture de la circulation à la sortie en direction de Moscou. Des restrictions étaient en vigueur sur un tronçon de l'avenue de Moscou, au niveau de l'intersection avec la rocade sud-ouest. C'est précisément là que se trouve une grande zone industrielle où sont situés Slavneft Yanos et la base pétrolière Spektorg Plus. Zelensky a ajouté que les forces ukrainiennes poursuivent des opérations qui affaiblissent la capacité de la Russie à mener la guerre. Et je vais citer ces paroles. Chacune de nos frappes à longue portée, c'est une réduction des ressources qui alimentent dans la machine de guerre russe et un pas de plus vers la paix. Et dans ce contexte, le journal Washington Post a noté aujourd'hui que l'Ukraine a considérablement intensifié ses frappes en profondeur sur le territoire russe, et cela sur fond de crise du carburant. Et ce qui est important, c'est l'effondrement du marché boursier. La panique grandit parmi les élites russes. Il s'agit du fait qu'en seulement une semaine, les drones ukrainiens ont frappé des installations pétrolières partout en Russie. Contre l'usine de microélectronique à Voronej, qui produit des composants pour les missiles balistiques. Ainsi que contre une entreprise chimique à Toula, qui est essentielle pour la production de munitions. En Crimée, après les frappes, l'électricité a été coupée sur toute la péninsule. La vente de carburant a été suspendue et l'état d'urgence a été déclaré. Tout cela en seulement une semaine. On sait que la production d'essence en Russie a chuté de 25% en une semaine. Du 15 au 21 juin, des dizaines de régions ont immédiatement introduit des tickets pour la vente d'essence. Et la semaine suivante, du 21 au 28 juin, la situation s'est encore aggravée. Et voilà que Poutine a même tenu une réunion d'urgence à cause de la crise du carburant. Le principal actif de raffinage de pétrole de Moscou, la raffinerie de Kapotnia, a suspendu ses activités jusqu'à l'année prochaine après l'attaque de la semaine dernière. Au final, dans toute la Russie, il y a d'énormes files d'attente dans les stations-service à cause de la pénurie d'essence. Et il n'est plus possible de le cacher, ou de simplement appeler cela une agitation passagère sans importance. Il y a une semaine, les autorités russes affirmaient qu'il n'y avait aucune pénurie d'essence. Et tout ce que vous voyez, ces files d'attente aux stations-service, c'est soi-disant juste de l'agitation exagérée, une panique qui n'a aucun fondement. On ne peut plus le dire, car il y a des files d'attente partout aux stations-service. Et ensuite, je vais vous montrer une sélection de vidéos de Russes dans lesquelles ils se plaignent du manque de carburant et des files d'attente énormes. Des milliers de vidéos similaires existent déjà sur Internet, il est donc impossible de cacher le problème. Aucune odeur perçue, je l'ai apparemment vue. Ça fait déjà 1 jour et demi que je fais la queue à la station Rosneft, qui se trouve chez nous à Ougdan. Hier, je ne suis même pas allée jusqu'à la station-service, car juste avant le virage, la file s'est arrêtée devant nous. Nous ne sommes tout simplement pas rentrés, car c'était devenu une question de principe de passer une journée entière avec le réservoir chaud. On a déjà décidé de passer la nuit et de rester pour pouvoir au moins faire le plein les premières ce matin. Et la file d'attente ne diminue pas, elle reste là. Il me semble. Elle diminue encore plus. J'ai fait 5 stations-service. 5. Là, c'est samedi, minuit. Avant, à cette heure-ci, je dansais quelque part en boîte de nuit. Là, c'est juste de la folie. La file d'attente est incroyable. Les gens attendent 4 heures dans la file. L'essence n'est pas encore arrivée. Ils attendent que la station ouvre.
vois pas la fin, bordel. Il n'y a pas d'essence. Du 92,90 roubles 90 kopecks. Et je vais juste rouler dessus. Hourra! J'ai 30 litres d'essence. Du 95 qu'on ne trouve nulle part, pas dans aucune des 8 stations-service. Et à la 9e, j'ai eu de la chance. Hourra! En fait, je ne pensais pas que Kaliningrad serait touché par un tel problème. C'est vraiment un cauchemar. Hier, je faisais le plein chez Boltneft et on m'a dit « Oh, il n'y aura pas de pénurie chez nous. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ça. » Eh bien voilà, aujourd'hui, Boltneft est à sec en ville, sauf pour le diesel. Et je vais juste rouler dessus. Hourra! J'ai carrément 30 litres d'essence. Du 95 qu'on ne trouve nulle part, pas dans aucune des 8 stations-service. Et à la 9e, j'ai eu de la chance. Hourra! Oui, à Moscou, en gros, c'est la catastrophe. C'est vraiment catastrophique avec l'essence. Je suis là depuis minuit. Il est maintenant minuit et demi, oui. J'ai fait la queue à la station-service pendant une demi-heure. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Maintenant, le pompiste est arrivé. De la station à la file d'attente. Il dit que c'est fini, plus d'essence. Dispersez-vous. Un état d'incertitude totale, cite l'ancien responsable financier russe dans le Washington Post. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Il dit cela alors que le marché boursier russe a chuté de plus de 13% depuis le début du mois de juin. Et maintenant, attention, c'est la plus forte baisse depuis septembre 2022, lorsque les forces armées ukrainiennes ont repris une grande partie de la région de Kharkiv des griffes des braves Russes déchaînés. Autrement dit, le marché boursier voit parfaitement les conséquences des frappes ukrainiennes, peu importe comment Poutine essaie d'en minimiser l'impact. Et selon les informations préliminaires, le prix du pétrole russe a également chuté à des niveaux qui n'avaient pas été atteints avant le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Actuellement, un baril de pétrole russe coûte déjà environ $50. Le déficit du budget fédéral a atteint 6 000 milliards de roubles à la fin du mois de mai. C'est 2 fois plus qu'il y a un an et cela a déjà dépassé le seuil prévu pour toute l'année 2026. Et cela, c'était avant les attaques de juin. Le budget de la Fédération de Russie craque de partout. Le déficit est énorme et le Fonds national de bien-être est déjà pratiquement épuisé. Ce sont ces mêmes milliards, des dizaines de milliards de dollars, que Poutine mettait de côté dans sa cagnotte. Dans ce contexte, le leader du Parti communiste de Russie, Gennady Zyuganov, a appelé à mobiliser 130 000 milliards de roubles depuis les comptes bancaires des citoyens et entreprises. Oui, vous avez bien entendu, les autorités russes veulent tout simplement prendre les dépôts des Russes pour le bien du pays tout entier. Donc, la logique est simple, si vous avez de l'argent sur un dépôt, cela signifie qu'il ne vous est pas vraiment indispensable. Si vous aviez eu besoin de cet argent, vous l'auriez déjà retiré. S'ils sont en dépôt, c'est que vous n'en avez pas besoin, donc on peut les retirer pour le bien de la patrie et poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. On a également appris que le ministère des Finances de la Fédération de Russie prépare un projet de loi sur l'accès possible à 40 milliards de dollars d'économies de retraite dans des fonds privés. Autrement dit, le gouvernement de la Fédération de Russie peut essayer de prendre l'argent absolument par n'importe quel moyen. Il vaudrait peut-être mieux récupérer son argent tant qu'il est temps et quitter la Russie au plus vite. Dans le même ordre d'idées, le journal The Times écrit que la situation en Crimée pourrait pousser le rat acculé dans un coin, c'est-à-dire Vladimir Poutine, à une nouvelle escalade. L'état d'urgence a été déclaré en Crimée face à l'augmentation des attaques ukrainiennes sur les infrastructures logistiques et énergétiques. Ces derniers jours, des drones et des missiles ukrainiens frappent les routes, les voies ferrées et les ponts reliant la Crimée à la partie continentale de la Russie. Des attaques ont aussi visé des installations énergétiques et des infrastructures de carburant. Des ferries ont été frappées, certaines routes ont été coupées et des destructions de l'infrastructure de transport ont été constatées à certains endroits. Dans plusieurs régions, des coupures d'électricité ont été signalées et l'approvisionnement en carburant pour la population civile a été interrompu. Je rappelle encore une fois, depuis plusieurs jours, il est impossible pour un Russe ordinaire, même pour un habitant ordinaire de la Crimée, d'acheter de l'essence à la station-service. Il n'y en a tout simplement pas physiquement.
La Crimée revêt une importance particulière pour Vladimir Poutine, à la fois comme base stratégique de la flotte de la mer Noire, ce qu'elle n'est plus, et comme élément symbolique de son héritage politique. Parce que si on enlève la Crimée, quel héritage laisse derrière lui le chauve minable Vladimir Poutine? Zéro, absolument aucun, à part les guerres qu'il a constamment menées partout dans le monde. Et après l'annexion de la péninsule, on a observé en Russie un enthousiasme public massif, cette folie collective, ce « la Crimée est à nous », hurrah, toutes ces absurdités. Et dans le journal The Times, on admet qu'il existe un risque que la stratégie de Kiev puisse provoquer une escalade de la part de Moscou. Le journal décrit deux approches parmi les élites russes concernant l'avenir de la guerre. L'approche pragmatique, qui suppose le gel du conflit, et l'approche radicale, qui appelle à une escalade supplémentaire et à la mobilisation des Russes crasseux. Le dictateur russe Vladimir Poutine peut choisir une approche plus prudente, mais sous pression, il est capable de prendre des décisions imprévisibles. Et voici comment le journal résume. Si Poutine craint que la perte de la Crimée n'entraîne sa chute, il peut décider de négocier, mais il peut tout aussi facilement céder à la tentation de faire monter les enchères. Cependant, Poutine peut également craindre que le nombre de Russes mécontents n'augmente et qu'ils doivent finalement en tenir compte. Mais pour l'instant, il parvient tout de même à gérer la situation, c'est-à-dire à faire face aux Russes mécontents. L'occupant russe participant à la guerre contre l'Ukraine, Alexandre Lounine, qui avait enregistré une vidéo adressée au président russe Vladimir Poutine pour l'avertir d'une menace de mutinerie parmi les militaires, a simplement été arrêté pour 11 jours. C'est la femme de cet occupant, Lounine, qui l'a raconté. Avant cela, elle avait enregistré une vidéo dans laquelle elle racontait que dans la nuit du 27 juin, une perquisition avait eu lieu dans leur maison du village de Lidzinovka, dans la région de Voronej. Selon elle, les forces de l'ordre russe, la police russe, ont saisi du matériel informatique, des clés USB, des ordinateurs portables et d'autres objets. Lounine lui-même n'était pas à la maison à ce moment-là, car la veille, il était parti pour Moscou et avait cessé de donner des nouvelles, il avait tout simplement disparu. Et plus tard, sa femme a supprimé toutes ces vidéos où elle parlait des perquisitions, des forces de l'ordre, etc. Elle a tout supprimé. Et elle a écrit que Lounine était vivant et en bonne santé, et qu'il avait demandé à tout le monde de ne rien commenter pour l'instant. Autrement dit, lui-même n'est toujours pas apparu publiquement. Bref, ce rebelle Lounine, apparemment, ils l'ont fait asseoir sur un objet bien connu à cause de sa grande gueule. Je rappelle qu'Alexandre Lounine, 39 ans, a publié un message adressé à Poutine le 25 juin, racontant que le commandement utilisait la torture et la violence contre les soldats des forces armées de la Fédération de Russie, en raison de leur refus d'exécuter, je cite, « des ordres stupides et suicidaires », et de donner son propre argent. Lounine a averti que si le président Poutine ne le rencontrait pas en personne, et s'il n'est pas autorisé à s'exprimer à la télévision, en direct alors, je cite, « l'armée tournera ses armes contre le Kremlin ». Je rappelle qu'à l'époque, en une journée, cette vidéo de Lounine a recueilli 12 millions de vues. On aurait dit un énorme engouement. Le lendemain, au Kremlin, ils ont déclaré qu'ils étaient au courant de cette vidéo et, comme l'a dit Peskov, ils n'avaient pas encore eu le temps de la regarder. Et aujourd'hui, ce Lounine a tout simplement, soi-disant, été arrêté. Il a disparu. Comme je l'ai dit, ils l'ont apparemment assis doucement sur ce fameux objet avec son postérieur. Et comme vous le voyez, il n'y a eu aucune mutinerie de l'armée russe. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a décidé de rapidement amadouer ces mêmes occupants et les a appelés la nouvelle élite de la Russie. Et il a appelé à créer toutes les conditions pour que les meurtriers et les pillards issus des rangs des forces armées de la Fédération de Russie, après leur retour du front, continuent à servir le pays. Dans les domaines civils, la politique, l'économie, ainsi que dans l'administration publique et municipale. Mais ensuite, Vladimir Poutine a déclaré que les forces armées ukrainiennes, soi-disant, battent en retraite sur tous les fronts, et que c'est pour cette raison que Kiev a choisi d'attaquer les villes russes. Sans trop m'étendre, je dirais tout de suite. Écoutez, c'est une logique intéressante. C'est-à-dire que la Russie, pendant les 5 années de guerre à grande échelle, attaque des villes paisibles, attaque des infrastructures civiles, frappe avec des missiles des hôpitaux, des maternités, des immeubles résidentiels.
Elle détruit l'infrastructure, frappe les centrales électriques, etc. Et selon la logique de Poutine, cela ne veut pas dire que les Russes pointent en ajout sont en train de perdre. Mais lorsque les forces armées ukrainiennes commencent à attaquer des villes russes, il dit que c'est justement un signe qu'ils sont en train de perdre. Vous voyez, dès qu'ils perdent, ils commencent à frapper les villes. Et selon cette logique, est-ce que cela ne veut pas dire que la Russie perd depuis 5 ans de guerre à grande échelle, ou bien c'est le cas ? Ceux qui ont un peu d'esprit critique vont sûrement réfléchir et se dire « Attends, c'est quoi cette logique ?» Mais tout cela, en général, nous l'avons déjà entendu. Mais ensuite, Vladimir Poutine a fait une déclaration intéressante. Selon lui, l'Ukraine recrute avec succès des Russes mécontents à l'intérieur de la Russie pour commettre des actes de sabotage. Vladimir Poutine a qualifié ces Russes de marginaux. Pour une raison inconnue, Vladimir Poutine s'en est plaint à l'Occident. Il a dit « Comment l'Europe et les États-Unis peuvent-ils permettre que les services spéciaux ukrainiens recrutent des Russes ?» Écoutez ceci. Ils ne peuvent pas nous infliger une défaite stratégique, ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille. Ils essaient de déstabiliser la situation politique, de semer le trouble intérieur. Cela ne marche pas non plus. Ils continuent donc d'encourager le régime de Kiev qu'ils ont choisi comme bélier dans la lutte contre la Russie, sans se soucier du peuple ukrainien. Et ce régime recule sur toute la ligne de contact. Et c'est pourquoi il est passé à des actions ouvertement terroristes. Et comment peut-on autrement qualifier des frappes délibérées contre des civils, contre des infrastructures civiles et le recrutement pratiquement ouvert de marginaux à l'intérieur de notre pays pour commettre des sabotages et des attentats? L'Occident préfère ne pas remarquer tout cela. Il ne le remarque pas. Et en même temps, il impose précisément contre nous de nouvelles sanctions illégales, je le souligne. Ensuite, s'adressant aux délégués du congrès du parti Russie Unie, Poutine a déclaré que l'Occident serait soi-disant incapable de vaincre la Russie militairement et passerait donc à d'autres méthodes. Il a également déclaré que la Russie serait soi-disant mise à l'épreuve, c'est sa citation, et qu'on essaierait de s'en débarrasser, comme d'un facteur mondial qui, selon les mots du dictateur, s'est toujours opposé au mal. Le mal ne s'oppose pas au mal. Cette thèse a été exprimée par Poutine dans le pays, qui, depuis plus de 4 ans, mène une guerre agressive contre un État voisin. Et dans ce contexte, Poutine a décrété que l'année 2026 serait l'année de l'unité des peuples de Russie. C'est la formule que le Kremlin utilise pour justifier la poursuite de la guerre contre l'Ukraine. Mais le plus drôle, c'était d'observer la prestation du principal ivrogne de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, qui est venu et a de nouveau promis un avenir radieux aux Russes s'ils votaient pour le parti Russie Unie. Et voilà que Medvedev promet encore une fois, c'est déjà la 9e législature, n'est-ce pas? Il promet aux Russes l'électricité et le gaz dans chaque village. Le 3e défi concerne le développement inégal des régions de notre pays. C'est aussi un problème évident chez nous. Chaque famille russe doit s'efforcer d'assurer des conditions de vie confortables. Il s'agit de logements abordables et d'un environnement urbain moderne, de services publics de qualité, de routes sûres. Et d'ailleurs, c'est justement le plus important. Il ne s'agit pas seulement des grandes villes, mais aussi des villages et des régions éloignées de notre pays. Là-bas, il reste encore beaucoup à faire. Et dans une partie séparée de cette émission, je voudrais aborder le sujet de l'Europe et de ses relations avec Donald Trump. Hier, sur ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'ai publié l'adresse de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui, à l'instar d'Emmanuel Macron, a appelé à rompre les liens avec Donald Trump et à passer à la construction d'une autonomie stratégique de l'Europe. Réfléchir à l'Europe que nous voulons et que nous devons construire. Il est clair qu'être une grande plateforme de régulation commerciale ne suffit plus. Nous avons besoin d'autonomie stratégique, de capacité industrielle, de souveraineté technologique et de puissance financière. Et l'Europe doit être prête à utiliser sa force géopolitique et géoéconomique.
Nous voulons une Europe qui concentre ses énergies sur les grands enjeux stratégiques où il est vital d'unir nos forces. C'est le sujet d'un excellent article du Guardian, dans lequel il est dit que, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, avant le sommet de l'OTAN à Ankara, qui aura lieu le 8 juillet, les inquiétudes grandissent quant à la réaction des États-Unis face à une éventuelle attaque contre la Russie. La Pologne et les pays baltes se préparent à un scénario où les troupes américaines pourraient ne pas participer à la défense. Selon cet article, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, dans les capitales d'Europe de l'Est, on discute du scénario cauchemardesque de ce qui se passerait si la Russie attaquait et que les États-Unis ne participaient pas au combat. Comme l'écrit The Guardian, à la mi-mai, lors d'une réunion à Tallinn, le secrétaire d'État adjoint américain Thomas DiNanno a été directement interrogé sur la question de savoir si les troupes américaines interviendraient en cas d'invasion des pays baltes par la Russie. Le responsable américain a remué sur sa chaise et sa réponse était floue, et le mot « oui » n'y figurait pas. En public, les hommes politiques de la région évitent bien sûr de tels sujets. Ils disent qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Et ce mantra a été répété lors de l'entretien par tous les ministres de plusieurs pays du flanc est de l'OTAN. Mais tout le monde en discute en coulisses. Et ici, il est intéressant de noter que l'ancienne ministre de la Défense de la Lituanie, Davila Šaklienė, a comparé la relation entre l'Europe et les États-Unis à une famille dysfonctionnelle où le divorce n'est pas possible. The Guardian a décrit la situation de manière encore plus claire. Que faire lorsque votre père bien-aimé commence soudainement à boire et à se comporter de façon totalement incompréhensible? Il est difficile de savoir comment réagir. Eh bien, comme l'écrit le Guardian, les premiers signaux inquiétants ont été envoyés dès février 2025, moins d'un mois après le début du second mandat de Trump. Ensuite, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, au siège de l'OTAN à Bruxelles, a déclaré que la sécurité ne serait plus une priorité pour Washington. L'Europe doit elle-même prendre l'initiative et payer pour sa propre défense. Et maintenant, le chef de la diplomatie polonaise, Radosław Sikorski, a déclaré aujourd'hui qu'une certaine réduction des troupes américaines en Europe est désormais inévitable. Et il prédit que le résultat final sera ce concept de l'OTAN 3.0, ou l'OTAN version 3. L'Europe assumera la majeure partie de ses responsabilités et les États-Unis seront une sorte d'alliés franchissant la frontière. Ceci est sa citation. Et voici la transparence la plus dangereuse pour l'Europe. Personne ne connaît le véritable état des relations entre les États-Unis et l'Europe tant que nous n'ouvrons pas la boîte de Pandore, tant que l'OTAN n'est pas testée militairement et tant que la Russie n'attaque pas réellement. À ce moment-là, il sera trop tard pour que l'Europe devienne réellement autonome sur le plan stratégique. Ici, je vais mettre de nombreux points, votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. N'oubliez pas d'aimer. Et si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir.